On peut passer à des questions ou des commentaires nettement plus généraux maintenant sur l'ensemble des 4 exposés, sur les sujets qui n'ont pas été couverts, où vous pensez que la topologie peut se manifester. Je vois beaucoup de jeunes étudiants dans la salle, donc n'hésitez pas, les plus jeunes, à intervenir. Oui. Vous avez un micro? Donc, vous avez parlé donc de la matière topologique. Est-ce qu'on peut aussi appliquer les mêmes raisonnements à l'espace-temps topologique en relativité générale, par exemple? Benoît, c'est toi la victime. Pardon, oui, je suis absolument pas du tout spécialiste de relativité générale, mais je pense qu'effectivement, la topologie a été déjà brillamment appliquée en relativité générale. Ça concernait le problème de la formation de singularité, comme les trous noirs. Je crois que pendant les années 60, c'est une question qui a été très très débattue parmi les physiciens du domaine, notamment parce que les solutions qu'on connaissait de trous noirs avaient une symétrie sphérique. Donc la question qui était posée notamment par des physiciens soviétiques à l'époque, c'était de savoir si c'était une pathologie de ces solutions à symétrie sphérique. Et Hawking et Penrose, en utilisant la topologie, ont brillamment démontré que la singularité survivait à la perte de la symétrie de rotation. Donc je crois que ça a été une des premières applications très très spectaculaires de la topologie à la relativité générale. Par contre, la topologie au sens où Pierre nous l'a exposé, c'est-à-dire, ça voudrait dire, par exemple, fabriquer des des métriques de fond gravitationnels non triviales, et on regarderait des effets topologiques sur la propagation d'ondes gravitationnelles. J'en sais pas assez pour savoir si ça a été étudié, mais peut-être que la question a déjà été regardée par des gens qui, en hydrodynamique, font des analogues, par exemple, de trous noirs, ce qu'on appelle les trous noirs soniques. On fabrique des écoulements avec notamment des régions supersoniques, et on peut décrire la propagation ensuite des ondes sonores par les mêmes équations que la propagation d'une particule en relativité générale. Et peut-être que ces ondes, dans des fonds gravitationnels non triviaux, peuvent avoir des propriétés topologiques au sens où tu les as introduites. Ça, à regarder. Oui. En physique du solide, il y a également des effets topologiques qui sont liés à des choses spatio-temporelles. Donc je pense par exemple, l'effet Hall quantique, dont on a entendu parler, se passe dans des systèmes à 2 dimensions. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder des systèmes à 1 dimension, et puis considérer le temps comme étant une dimension additionnelle, et observer des phénomènes de type effet Hall quantique dans cet espace à 2 dimensions, cet espace spatio-temporel. Donc Thouless, qui a été mentionné ici, donc le prix Nobel 2016, a introduit cette notion de pompage de charge topologique qui est exactement basée sur cette idée-là. Donc cette idée qu'il y a un transfert de charge quantifié, établi par un nombre de Chern, défini dans un espace à 2 dimensions, qui est sous-tendu par, disons, le quasi-moment dans une direction, et puis le temps. Donc il y a également ces notions spatio-temporelles en physique du solide, en quelque sorte. Je vais profiter du fait que j'ai le micro pour poser une question à Julia. Tu parlais tout à l'heure du calcul quantique, et tu disais que finalement, avec les Majorana, vous pouviez faire certaines opérations, mais pas toutes. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus? Parce que là, tu as montré une porte où tu échangeais simplement le qubit. Mais est-ce qu'on peut faire des portes à 2 qubits qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Parce que tu avais l'air de dire qu'on ne pouvait pas les faire. Est-ce que c'est une impossibilité technique ou est-ce que c'est une impossibilité fondamentale? Donc il y a il y a des anyons non abéliens qui sont plus généraux que les fermions de Majorana, avec lesquels on pourrait tout faire. Non pas les fermions, les quasi-particules de Majorana n'ont pas des propriétés assez générales pour faire toutes les portes. Donc il faudrait des parafermions pour faire les autres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les Majorana? Les porte-phases, les pistes orbites. Avec les Majorana, on ne fait que des portes de phase? Non, on ne peut pas les faire. Ah, on ne peut pas faire. Pardon. Bon. D'accord.
Oui. Bonjour. J'ai une question pour Madame Julia-Meyer. Donc, peut-être c'est un peu stupide. Donc, récemment, sur le site de NIST, on apprend un nouveau matériau superconductivité topologique, uranium telluride. Donc, c'est utilise spin triplet, dont la description physique est tout à fait difficile pour moi, en tout cas. Donc, j'aimerais avoir votre commentaire sur cela, et l'application pour réalisation de qubits. Il y a plusieurs matériaux à des dimensions plus élevées qui pourraient être topologiques, donc avec justement un appareillement qui est non conventionnel. Pour faire un calcul quantique avec, il faut certains états de bord ou états localisés, il faut pouvoir les manipuler. Dans les systèmes bulk, c'est pas forcément évident comment le faire, mais à voir. Peut-être aussi, je vais faire phraser la question. Par exemple, quel est l'avantage d'utiliser spin triplet par rapport à spin singlet au départ, je sais pas, donc c'est un peu difficile aussi. Est-ce que ça peut réaliser des gates quantiques plus robustes ou est-ce que ça sera beaucoup plus facile à faire le scaling? À nouveau, à la fin, on travaille avec les états de bord ou les défauts, plutôt pas avec les paires de Cooper qui sont déterminés par l'appariement. Après, c'est l'appariement qui détermine en fait si on est vraiment dans une phase topologique et dans quelle phase topologique. Donc on peut avoir même dans les supras, il y a différentes phases topologiques avec des états de bord qui sont différents et qui sont du coup plus ou moins utiles pour faire un calcul avec. Après, dans les détails, c'est plus compliqué de répondre. Merci. Une question là. Oui, une question d'un chimiste candide qui s'adresse à Julia Meyer. Bon, dans votre introduction, vous nous avez dit si j'ai un électron au-dessus du niveau de Fermi pour un métal, un trou au-dessous, au zéro absolu, bien sûr, le trou plus l'électron, ça fait rien. Ensuite, vous nous avez pris l'exemple où vous avez un électron dans la bande de conduction et vous avez un semi-conducteur avec un gap. Et cette fois-ci, alors si je comprends bien, c'est un métal N. Vous nous avez dit qu'à ce moment-là, l'électron vient se condenser au niveau de Fermi et suscite la montée d'un autre électron de spin opposé pour former une paire de Cooper en laissant derrière lui un trou d'électrons. Alors cette fois-ci, évidemment, si on recombine les deux électrons, ça fera l'énergie du gap. Mais est-ce que ça veut dire que finalement vous allez avoir des propriétés de supraconductivité par les paires de Cooper, plus une conductivité métallique, puisque vous avez formé un trou dans le haut de la bande de valence? Alors, est-ce que le résultat, c'est un supraconducteur plus un métal P qui va résulter de ce qui est au départ un métal N? Donc d'abord, quand j'ai dit que si on recombine, ça fait rien, c'était une grosse simplification. Ça peut évidemment au 0K, avoir de l'énergie, ça fait pas de particules à la fin, c'est ça ce que je voulais dire. Et après, c'est vrai que dans les supraconducteurs, il y a les paires de Cooper qui font les propriétés intéressantes du supraconducteur, mais en plus, il y a ces quasi-particules qui peuvent contribuer au transport. Donc c'est comme dans les semi-conducteurs, qu'on a
une bande interdite, mais si on met assez d'énergie pour exciter des particules au-delà de cette bande interdite, ils vont contribuer au transport électronique. D'accord. Donc finalement, on aura aussi des propriétés de transport, même si elles sont très faibles par rapport à la conductivité des paires de Cooper. On aura aussi des quasi-particules de charge positive. On peut aussi avoir des quasi-particules et ça D'accord. contribue sous certaines conditions, oui. Merci. Ah, oui, une question au fond. Oui. Bonjour, donc j'aurais plus une question peut-être pour Julia Meyer encore. Mais je pense que n'importe quel autre invité pourra peut-être y répondre. Ça concerne les parafermions. Comment, d'un point de vue expérimental, vraiment les différencier des fermions de Majorana, qui sont des parafermions d'ordre 2, il me semble, mis à part peut-être leurs statistiques de commutation ou lors de la dégénérescence du système. Qui se lance? Bon, c'est une question assez technique. Je ne connais pas bien les réalisations qui ont été proposées pour les modèles dits de parafermions. En général, derrière les parafermions, il y a l'idée d'une symétrie cyclique, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une symétrie d'ordre 2 comme les fermions de Majorana, Julia nous expliquait qu'on cherchait à faire la moitié d'un fermion. Donc effectivement, pour réaliser des parafermions, il faut plutôt, du point de vue de la statistique quantique, rechercher des objets qui reviendraient à couper l'électron en des fragments encore plus petits, si c'est possible. Et il y a des réalisations expérimentales. Je crois que je me souviens d'un exposé récent d'Adi Stern à l'École normale à base de systèmes d'effets Hall quantiques fractionnaires, justement en combinant habilement le long des tas de bord des matériaux dans le régime d'effets Hall quantiques fractionnaires. On peut arriver à avoir des quasi-particules de Laughlin qui portent des charges, par exemple 1/3 ou 1/5. Bon, alors je ne me rappelle plus des détails, mais il arrivait à fabriquer effectivement ces parafermions qui sont comme vous dites justement, des généralisations de ces fermions de Majorana. Voilà, j'en sais pas tellement plus. Mais essayez de regarder les travaux d'Adi Stern de l'Institut Weizmann récemment. Voilà. Du coup, l'idée, c'est de faire une mesure interférométrique pour aller chercher cette information dans la phase. Donc je crois que les systèmes que tu as en tête, ce sont des systèmes hybrides où on combine des systèmes d'effets Hall quantiques fractionnaires avec des supraconducteurs. Et puis je pense que ce qu'Adi Stern propose, c'est de mettre ceci dans un interféromètre de type Fabry-Perot qui peut extraire des informations sur la phase de ces quasi-particules et du coup différencier des fermions de Majorana de parafermions. Je crois que c'est ça l'idée générale. J'ai oublié effectivement qu'il fallait des supra. C'est important en effet. Hélène a une question. Oui, donc Julia, tu as mentionné donc, la possibilité aussi de faire des fermions de Majorana en partant donc d'un état de spin Hall quantique ou isolant topologique à 2D avec des contacts supraconducteurs, donc en supra de proximité, mais en mentionnant qu'il y avait des difficultés supplémentaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir un fermion de Majorana dans ce cas-là? Donc dans ce cas-là, il faut encore briser l'invariance par renversement du temps qui est naturellement brisé dans les fils parce qu'il y a un champ magnétique. Donc les proposals, pour les faire dans les états de bord, il faudrait mettre des barrières magnétiques en plus pour vraiment isoler les fermions, les quasi-particules de Majorana. Donc c'est ça la difficulté additionnelle. Il ne suffit pas de mettre des supraconducteurs, il faut encore cette brisure de renversement du temps. C'est-à-dire un champ magnétique supplémentaire. Oui. D'habitude, je crois que ça se fait en mettant des plots magnétiques. Oui. Enfin, ça se fait pas parce que il faut des champs inhomogènes, donc ça se fait pas avec des bobines. Enfin, autant que si j'ai compris. Et par les réalisations qui disent d'avoir vu des évidences, ils l'ont pas fait, donc c'est pas très clair pourquoi il y a quand même des effets.
Donc en fait, il y a une expérience récente qui a mis justement en îlot magnétique et qui dit voir les états localisés du coup. Bien. Je ne vois plus de questions. Ah, il y a encore une? Ah oui. Juste à côté. Oui. Donc on a eu la question du chimiste naïf. Je vais peut-être poser la question du mathématicien naïf. Dans la matière topologique, qu'est-ce qu'il y a comme invariant classique de topologie algébrique qui interviennent? On a entendu les nombres de Chern, le pi1, le groupe fondamental, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui interviennent classiquement? Peut-être les groupes d'homotopie supérieure, les groupes d'homologie, ou je ne sais pas. Tu compléteras ma réponse, hein, Pierre, mais c'est ce que j'ai essayé de retracer un tout petit peu. Bon, c'était très rapide, mais tout ce que l'on appelle la théorie des défauts, hein, qui est vraiment quelque chose de très générique dans les milieux continus, elle est gouvernée du point de vue mathématique par la théorie de l'homotopie. Alors, si on est en 3 dimensions et qu'on a des défauts qui sont des lignes, ce qui est important, c'est ce qui se passe quand on tourne autour de la ligne de défaut. Donc on fait un chemin fermé dans l'espace qui décrit l'état local du système, ce que les physiciens appellent le paramètre d'ordre, par exemple. Et donc ça, c'est le premier groupe d'homotopie. Après, j'ai montré un skyrmion de spin. Là, c'était une configuration de spin qui était régulière à l'infini. C'était une configuration planaire mais régulière à l'infini. Donc on peut le voir comme un champ de spin sur une sphère. Ça, c'est classé par le deuxième groupe d'homotopie, pi2. Voilà. Alors j'aurais aimé par exemple montrer des choses qui sont plus reliées à l'homologie. C'est par exemple dans le cadre de l'information quantique et du calcul topologique, on peut faire de l'électrodynamique sur des tors ou des différentes variétés. Ça relève de la théorie des champs topologiques. Donc là, c'est plutôt l'homologie de la variété d'espace qui intervient. Et un dernier mot sur la classification générale donc, que Nathan a montré, que j'ai brièvement présenté. Le tenfold way, c'est la catégorie réelle. Enfin bon, on retrouve par exemple la structure cyclique, c'est la périodicité de Bott qui intervient en catégorie réelle. Et puis les deux classes A et A1, c'est la catégorie complexe. Voilà, enfin, c'est quelques exemples. Bon, évidemment, je crois que le fondement de beaucoup de choses que tu as racontées, c'est le théorème d'Atiyah-Singer. Et puis, pour ce qui est, par exemple, des phases topologiques en interaction, il y a toute une théorie, notamment les théories des champs topologiques. Ça résulte des travaux de Jones et Wheaton, par exemple, sur les théories de Chern-Simons et les théories des champs topologiques. Donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions. Une des difficultés pour nous, c'est déjà de comprendre tout ce que les mathématiciens ont fait, et puis effectivement de réussir à trouver des incarnations dans le monde concret. Donc là, pour nous, il faut pas se cacher que c'est parfois difficile mais intéressant de faire parler ces deux mondes. Enfin, le monde des mathématiques, qui n'avait pas a priori pour vocation à développer des applications, et puis en même temps, tout ce que la science nous apporte de concret. Enfin, mais tu peux peut-être compléter. Oui, j'ai peut-être un petit exemple encore, parce que là, Benoît parlait de catégories, de la classification donc des phases isolantes topologiques sans interaction. Il y a un exemple qui a été un peu étudié très récemment, qui ne rentre pas dans cette classification, justement. C'est l'invariant de Hopf. L'invariant de Hopf, il y a des isolants topologiques de Hopf qui ont été proposés, dont l'invariant s'exprime aussi avec la connexion de Berry et la courbure de Berry. Donc, derrière, on a quand même la même géométrie, les mêmes outils, mais la phénoménologie de ces matériaux est différente. Je ne sais pas si on en a réalisé expérimentalement encore, ça j'ignore. Voilà, mais ça ne rentre pas dans cette classification, c'est très restrictif, ça va être uniquement pour des matériaux à deux bandes. Donc ça va être par exemple un bon terrain de jeu pour la matière artificielle notamment.
Et puis, l'idée me revient brusquement. Je pense que on a tous montré des zones de Brillouin. On a traité de systèmes avec pas beaucoup de défauts. Enfin, même si on a vu ces très très belles images d'états de bord qui contournent les défauts. Mais un des grands enjeux de ce domaine, c'est de pouvoir aussi développer des traitements qui incorporent un désordre en volume. Ça, il y en a toujours, notamment peut-être pas trop chez les atomes froids, mais dans le monde des vrais solides, il y a toujours du désordre. Et là, il semblerait que des méthodes issues de la géométrie non commutative, dont le pionnier a été Alain Kohn, sont très très utiles pour continuer à parler d'invariants topologiques, alors même qu'on n'a plus à notre disposition la zone de Brillouin, donc on n'a plus de fibré au sens habituel du terme au-dessus de la zone de Brillouin. Et là, il faut parler de fibré sur un espace non commutatif. Enfin bon, pour moi, c'est pas encore très clair comment ça s'applique à la physique, mais il y a des gens comme Émile Prodan, par exemple, qui ont réussi à appliquer ça en travaillant avec des physiciens, et on commence à voir des choses. Jean, tu nous parlais effectivement d'invariants, de nombre de Chern local. Enfin bon. Marqueur de Chern. Oui, c'est ça. Marqueur de Chern. Marqueur de Chern local. Donc l'idée, et ça aussi c'est une idée qu'on trouve, alors c'est un petit peu différente, mais revenir vers l'espace réel, c'est aussi le programme de la chimie quantique topologique tel que le développent des gens comme André Bernovic et ses collaborateurs, c'est-à-dire essayer de combiner la vision dans l'espace réciproque et dans l'espace réel pour faire le lien avec la chimie quantique notamment. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, en tant que physicien, on a tendance à travailler dans l'espace des impulsions. Un chimiste, je crois, à part des orbitales moléculaires, et c'est très très bien. Et dans ce langage-là, la topologie et l'obstruction qui peut exister si on cherche à décrire une bande d'énergie à partir d'orbitales moléculaires localisées. Donc, dès qu'on a cette idée d'obstruction, je crois qu'il y a des mathématiques profondes derrière, qui commencent à être élaborées. Mais ce jeu entre l'espace réciproque, qui est l'espace du physicien, et l'espace réel de la chimie ou du désordre, ça, je crois que c'est probablement une des directions importantes du domaine. Parce que malheureusement, pour la plupart d'entre nous, la géométrie non commutative n'est pas le langage le plus familier. On va terminer par une dernière question de notre secrétaire perpétuel. Non, ce n'était pas une question, c'était un commentaire pour dire que s'il est difficile pour les physiciens de suivre les mathématiques, la réciproque est tout aussi vraie. Alors, et ce que je voulais ajouter, c'est que les exemples d'homotopie qui ont été donnés, en vérité, sont des exemples d'homologie, puisque ce sont des exemples extrêmement simples. Donc j'ai vraiment l'impression que la topologie telle que vous la manipulez, c'est de la topologie algébrique, disons, jusque les années 50. Et non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas manipulé les invariants, comme on le signalait tout à l'heure, les invariants homotopiques d'ordre supérieur, les invariants de Seiberg-Witten. Il y a une approche plus profonde, plus complexe de la topologie algébrique que j'espère vous manipulerez bientôt. Voilà. Je pense que c'est une très belle phrase pour conclure. Je voudrais remercier encore nos 4 orateurs qui ont vraiment fait un très bel effort. Et merci à toutes et à tous.